Bonjour à toutes et à tous. Comment l'hôpital s'empare de la pathologie numérique? Quelle place pour les fournisseurs de dispositifs médicaux numériques dans cette digitalisation? Et puis, quelles sont les conditions du passage à l'échelle? C'est ce que nous allons voir dans cette table ronde avec nos deux invités. Professeur Cécile Badoil, bonjour, aide département biopathologie à Gustave Roussy, Université Paris-Cité et chaire IA Prairie. Et Fabrice Beauchesne, directeur général de Vita TEDx. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur ce plateau de la French Care. La pathologie numérique transforme très progressivement les pratiques de diagnostic, mais passer d'une innovation diagnostique prometteuse à son adoption dans les pratiques médicales, cela pose de nombreuses questions qu'on va aborder ensemble. Cécile Badoil, je me tourne d'abord vers vous avec une question pour poser le cadre. Finalement, qu'est-ce que la pathologie numérique change concrètement dans les pratiques hospitalières? Ouais, j'allais dire tout. Alors De façon très ancestrale, vous fermez les yeux, un pathologiste ou une pathologiste, c'est quelqu'un qui regarde au microscope. La pathologie digitale, on change d'instrument et on change de posture, de façon de faire. Hier, on parlait justement de ce positionnement du médecin dans le diagnostic. Quand on lit pas de la même façon quand on est dans un assis, quand on est allongé, quand on est sur la plage. Mais c'est la même chose quand on regarde une lame et qu'on va la regarder au microscope et sur du digital. Alors ça, c'est qu'est-ce que ça change de façon très pratico-pratique. Oui, tout à fait. Ensuite, ça change complètement notre abord vis-à-vis de la lame, et puisque on va la regarder sur un écran et on va avoir le champ des possibles qui s'ouvre sur l'utilisation d'objets qui vont nous aider à faire un diagnostic. Ces objets, ils vont être sur des objets simples de mesure, de contournement, et puis après, l'ouverture à l'IA et de l'aide au diagnostic, qu'elle soit de l'aide au diagnostic, de l'aide à faire nos diagnostics et puis de l'aide à faire de la prédiction d'évolution de lésions. Donc non seulement ça change ce que vous nous avez dit, le métier, la posture du soignant, mais aussi quelque part toute l'organisation qui va autour. Absolument. Un laboratoire digitalisé garde les mêmes, ce qu'on appelle les workflows, alors les façons de travailler, c'est-à-dire de préparer. Le prélèvement reste le prélèvement, le patient reste le patient. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va recevoir. Pour autant, à un moment donné, la digitalisation ajoute quelque chose qui est qu'on va scanner les lames. Et donc, on va utiliser des scanners puisque avant, on les lames solides qu'on garde parce qu'on ne peut pas faire sans elles pour faire un diagnostic. Elles existent toujours, donc. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est elles qui vont être stockées. Donc, c'est aussi très important parce que justement, il y a cette volonté de faire du numérique le plus vert possible ou en tout cas le moins énergivore. Et donc, on scanne et puis après, tout ce qui est scanné qui n'a pas d'intérêt immédiat ou on garde une trace, mais on va de toute façon, puisqu'on est très à l'aise avec ça, garder les lames. Donc, on peut aller les rescanner si besoin. Et donc, du coup, ce que j'entends aussi, c'est que ça nécessite des nouveaux métiers, une formation pour aller sur ces nouveaux métiers. Alors, c'est repenser complètement la façon dont on va s'organiser. Donc, typiquement, c'est l'arrivée d'ingénieurs et d'ingénieurs vraiment qui connaissent les images pour pouvoir aider à l'organisation du travail et à sa conceptualisation. Donc, oui, c'est des nouveaux métiers et toute chose égale par ailleurs, la transformation des métiers qui existent. C'est-à-dire que un pathologiste numérisé ou digitalisé ne sera pas, ou presque augmenté, ne sera pas exactement le même que celui qui est au microscope. Donc, c'est un changement de posture. Et aujourd'hui, la plupart des labos sont digitalisés ou pas encore? On en est où dans le développement? Alors, on était assez en retard en France et on a été assez entendu, même bien entendu, c'est-à-dire que par la puissance publique ou par... on a vraiment été aidé par la puissance publique. D'accord, ok. Ouais, on a été vraiment aidé. Et on a eu vraiment de l'argent pour acheter ces scanners qui sont l'alpha et l'oméga de la digitalisation. Et donc après, c'est jamais assez parce que c'est jamais assez, mais on peut dire maintenant qu'une grosse partie des laboratoires français, en tout cas dans tout ce qui est public, et sont digitalisés, ce qui est phénoménal et ce qui n'existait pas, je ne pouvais pas vous le dire il y a 3 ans.
Donc, on comprend bien cette révolution, parce qu'on peut parler de révolution du diagnostic. Fabrice Beauchesne, je me retourne vers vous. Vous allez nous parler de VitaDX et comment ça s'inscrit, cette solution, dans toute cette transformation du diagnostic. Oui, donc VitaDX, nous, on est une aide au diagnostic du cancer de la vessie. Donc, effectivement, on arrive après la digitalisation de ces lames avec, quelque part, deux objectifs. Il y a un côté performance, c'est-à-dire améliorer le diagnostic avec les outils notamment d'intelligence artificielle. Et il y a un côté productivité, parce qu'effectivement, entre regarder une lame à l'écran et avoir un outil qui va donner un score, comme c'est notre cas, ou qui va analyser sur d'autres cancers, ou qui va flécher quelque part le regard des professionnels, des médecins sur les bonnes cellules, on est sur quelque chose qui améliore la productivité générale. Après, en ce qui nous concerne, nous, c'est vrai que l'apport de ces technologies aussi permet d'avoir une consistance. C'est-à-dire que dans notre solution, et notamment avec l'intelligence artificielle, on va lire l'intégralité de la lame, identifier tous les éléments, donc on va dire globules rouges, globules blancs, cellules uricéliales et autres, et après on va se focaliser sur ces cellules, et on va analyser tous les critères que madame fait à la main, ou avec quelques outils. Nous, l'IA va interpréter, je crois qu'on a 37 ou 38 caractéristiques qu'on va mesurer. Et en même temps, on a l'intelligence artificielle. Donc, il y a un côté plutôt algorithmique d'image. Et puis, il y a un côté intelligence artificielle où là, on va les regarder notamment avec des colorations plus claires, la forme du noyau, la couleur du noyau, etc., qui va également nous orienter sur un diagnostic ou pas du cancer. Donc, à la fin, nous, on émet un score entre 0 et 1, et effectivement, en dessous de 0,45, on est négatif, au-dessus de 0,55, on est positif. Entre les deux, il y a une petite zone de flou qui permet, en faisant un test ou après en faisant une cytologie, une cystoscopie, qui est le golden standard, de confirmer ou pas un cancer. Donc, ce qu'on comprend quand on vous entend, c'est que vous avez un diagnostic qui est peut-être enrichi, amélioré, et vous avez aussi une rapidité, ce que vous appelez une productivité. Vous allez plus vite dans la pose de ce diagnostic. Oui, nous, on analyse une lame en 4 minutes. Donc, on peut répertorier, classer, identifier, 8000 cellules en 4 minutes. Ce qui donne quand même une indication importante pour après le médecin confirmer ou pas notre diagnostic. Cécile Badoil, vous utilisez VitaDX. Combien de temps mettez-vous pour analyser versus ces 4 minutes une lame? Donc je suis la chef de département de biologie et de pathologie de Gustave Roussy. Le laboratoire de pathologie a été numérisé. Enfin, il avait évidemment la possibilité de numériser, mais complètement digitalisé. C'est un énorme laboratoire et il est digitalisé depuis peu. Donc, on a intégré quelques algorithmes d'IA déjà, et puis ceux qu'on a développés dans le cadre de la recherche. À l'heure actuelle, on ne l'utilise pas encore, mais de toute façon, ça fait partie des discussions. Et en fait, ça dépend aussi des pathologies qu'on va retrouver, qui, je dois l'avouer, n'est pas forcément la pathologie la plus prégnante sur le laboratoire. Donc, c'est un sujet, c'est-à-dire c'est développer un algorithme, à quelle fin et quelle utilisation et comment on va l'utiliser. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans le choix des priorisations et des achats des algorithmes. C'est lequel va être foncièrement important et lequel finalement peut être aussi mutualisé avec d'autres laboratoires, puisqu'on passe sur du scanner. Donc, ça veut dire qu'on est sur de la dématérialisation. Et donc, le travail aussi qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'une lame, quand il y a des algorithmes très précis sur des choses très pointues, est-ce que finalement, il va y avoir des centres experts qui vont pouvoir passer les lames et revenir? Donc ça interroge sur la sécurité des données, sur la sécurité du transport, c'est qui est les responsabilités du diagnostic. On va y revenir, oui. Et donc, justement, je comprends vraiment que ce choix des algorithmes, il y a énormément de conditions qui sont à la fois médicales et puis quelque part réglementaires, et aussi de correspondre à un besoin réel qui est les pathologies que vous avez. Comment, Fabrice Beauchesne, est-ce que VitaDX, finalement, on l'entend, peut être intégré ou pas? Comment est-ce que vous vous intégrez dans le parcours patient? Et puis, comment vous passez à l'échelle? Vous accédez au marché, finalement, puisque c'est un des enjeux.
Oui. Donc aujourd'hui, nous, le diagnostic de Vitadix, l'aide au diagnostic de Vitadix a pour vocation de remplacer la cystoscopie. Dans le cadre du cancer de la vessie, il y a plusieurs tests qui existent. Donc il y a la cytologie classique, on va dire non augmentée par l'intelligence artificielle. Après, il peut y avoir des échographies, il peut y avoir... et le gold standard aujourd'hui, c'est la cystoscopie. Donc, c'est de faire passer une caméra par l'urètre pour aller voir, pour que l'urologue puisse aller voir ce qui se passe dans la vessie et s'il détecte des tumeurs. Donc, nous, l'objectif de notre test, c'est de supprimer ces cystoscopies pour plusieurs raisons. Donc, nous, on est marqué CE pour le primo-diagnostic. Donc, s'il y a des symptômes du sang dans les urines ou autres, on peut déterminer ou pas s'il y a un fort risque de cancer ou pas, parce qu'on est aujourd'hui à 93%, 93,7% de sensibilité sur les hauts grades et un peu moins sur les bas grades. Et donc, du coup, on vient, nous, il faut savoir que la cystoscopie, dans 80% des cas, elle est faite pour rien, puisque le résultat est négatif. 80% des cas? Oui. OK. Quand on Et parle le de gros, problématique de coût, le on y gros est. des cystoscopies, c'est soit en primo-diagnostic, mais surtout en suivi du cancer. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a eu un cancer, qui a déjà une résection, il doit subir aujourd'hui une cystoscopie tous les trimestres au début, puis après ça s'espace. Et on imagine combien c'est invasif aussi comme examen. Invasif, douloureux, etc. Et donc aujourd'hui, il y a aussi une vraie problématique, c'est que ces patients arrêtent de se faire suivre. C'est-à-dire qu'on sait, alors il y a plusieurs publications, mais en gros, on peut dire qu'il y a 50% des patients qui, au bout d'1 an et demi, 2 ans, arrêtent d'aller voir leur urologue parce que faire la cystoscopie, c'est pas très agréable. De votre solution, alors. Ouais. Donc nous, on vient quelque part remplacer un peu tout un tas de diagnostics moins performants ou en complémentaire pour permettre à l'urologue de décider ou pas s'il fait une cystoscopie derrière. Ce qui sous-tend, vous avez parlé de marquage CE, on a bien compris l'importance de votre solution et vous en parliez, c'est comment est-ce que finalement on va intégrer dans les achats hospitaliers ce genre de solution. Vous avez trouvé un modèle économique, vous avez trouvé un marché, vous en êtes où de cette... parce que c'est important dans ce genre de solution et on va y revenir ensuite avec vous. Alors, le marquage CE nous permet de commercialiser notre solution depuis 2 ans maintenant dans toute l'Europe, mais on n'est pas remboursé. On est la première société à pouvoir bénéficier du RIHN 2.0. Donc, je crois que c'est la seule encore aujourd'hui. Donc, c'est une mise sur le marché anticipé, c'est ça? C'est remboursement des actes innovants hors nomenclature. L'objectif initial était de permettre d'avoir une innovation qui arrive beaucoup plus rapidement chez les patients, notamment vu l'intérêt potentiel. Donc, on a eu l'HAS a fait un très bon boulot et nous a donné une réponse très rapidement. La suite a été moins agréable puisque la DGS était censée donner une réponse, enfin donner un prix en 60 jours. On a eu un prix en 10 mois et aujourd'hui un prix qui ne couvre pas les coûts et surtout une vraie problématique, c'est que s'accompagnait du RIHN l'obligation de mettre en place un registre pour avoir plus de données. Et là, on nous impose de d'abord recruter les patients dans le registre avant d'accéder au marché. Donc, c'est une vraie problématique puisque, en fait, ça rajoute 2 à 3 ans de recherche qui n'étaient pas du tout prévus. Le temps est compté dans ce genre de démarche. Vous posez des sujets essentiels qui sont le prix, le remboursement et j'aimerais aussi qu'on revienne sur cette question de la responsabilité, de l'imputabilité de l'erreur. Cécile Badoil, peut-être déjà sur cette question du modèle économique difficile à trouver pour ces solutions et comment est-ce que vous positionnez peut-être à Gustave Roussy? Alors, c'est central, hein. D'abord parce que le choix des algorithmes, on l'a dit, hein, c'est en fonction de la nécessité d'une aide. Et comme on l'a dit, il y a des algorithmes d'aide au diagnostic, c'est-à-dire qui vont mesurer, qui vont classer les tumeurs, qui vont dire s'il y a des tumeurs ou pas, ou que ça soit de l'histologie, donc les tissus, ou de la cytologie, donc les cellules. Donc ça, c'est des algorithmes qui vont être finalement des outils pour le quotidien du pathologiste et il va y avoir une stratification. Donc on va gagner du temps le matin, on arrive et il va y avoir des propositions de diagnostic qui fait qu'on va vers les cancers évidemment le plus vite possible pour qu'il y ait une prise en charge. Donc il y a un gain pour le soignant et le patient. Soignant et le patient, avant tout le patient et la patiente.
Et puis après, il y a des algorithmes aussi qui sont des algorithmes prédictifs qui sont finalement des algorithmes qui pour l'instant ne sont pas sur le marché, mais qui sont encore sur des modalités de travaux, mais qui ont eu des marquages CE, par exemple Relapse Risk que nous avons développé à Gustave Roussy, et là qui devrait prédire l'évolution des cancers du sein à 5 ans. Qui est mieux que n'importe quel autre test à l'heure actuelle. Mais ça veut dire, à terme, qu'il faut une soutenabilité pour tout ça. Digitaliser, donc là, on est dans le rêve et dans le formidable. Digitaliser de façon très concrète un laboratoire, c'est 1 million. Digitaliser Gustave Roussy, c'est beaucoup plus. Digitaliser et garder de façon pérenne des outils, parce qu'on est dans du numérique, c'est un vrai engagement financier qu'il faut rendre soutenable. D'autant que ça évolue très vite. Absolument. Oui. Ensuite, avoir des outils d'IA, c'est aussi contractualiser avec des entreprises qui ont investi et qui ont besoin à un moment donné d'être dans une soutenabilité. Et donc, la façon dont l'État, de façon générale sur l'innovation, aide, c'est le RIHN. À l'heure actuelle, en effet, vous êtes les seuls à avoir une obtention du RIHN. Mais ça veut dire que nous, si on contractualise avec une entreprise qui a un algorithme qui nous intéresse et qui n'a pas de RIHN, c'est juste pas soutenable à terme. Donc, on peut le faire dans le cadre de la recherche et du développement qui sont nécessaires, toutes choses égales par ailleurs. Mais à terme, c'est soit trouver des fonds de recherche pour vraiment aider. Et là, la BPI est centrale dans ce positionnement d'aide et de soutien à l'innovation. C'est fondamental. Et donc, nos choix, en tant que soignants, seront vraiment conditionnés à ces problématiques de cas d'usage et de la nécessité d'usage, mais bien évidemment, et de façon très pragmatique, à la soutenabilité d'un outil. En tant que responsable d'une plateforme, on ne peut pas être complètement éthéré et ne pas dire qu'il y a un coût et une soutenabilité. On arrive à la fin de cette table ronde. Je vais vous laisser un mot de conclusion à chacun. Vous voulez commencer, Fabrice Beauchesne ? Oui, je veux bien. En fait, la numérisation, pour nous, c'est aussi une accélération de la R&D, puisqu'effectivement, on peut faire travailler nos algorithmes. On peut apprendre à nos algorithmes à travailler sur beaucoup plus de lames, puisqu'en fait, c'est très sensible. Et donc, il faut qu'on puisse avoir des lames sur différents scanners, différentes colorations, différents lieux, parce qu'on a bien vu qu'une même chaîne installée à 2 endroits différents, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Donc là, il y a une vraie accélération et un vrai potentiel de gain. Et effectivement, je reviendrai, c'est qu'aujourd'hui, le mode de financement du RIHN, ça ne marche pas. Clairement, parce que même nous, si on est remboursé, on se retrouve à devoir négocier une convention financière avec les hôpitaux, et les hôpitaux sont remboursés en N+1. Et donc, on a certains hôpitaux qui refusent de signer une convention financière parce qu'ils ne veulent pas faire l'avance de trésorerie pour le compte de la Sécu. Donc voilà, il y a quand même une modalité du RIHN qui semblait être une bonne idée. On voit à l'usage, on est les premiers, donc on fait un petit peu le chasse-neige. Ça ne marche pas. On est aujourd'hui dans une situation très délicate où on cherche un repreneur ou de nouveaux investisseurs parce qu'on n'avait vraiment pas prévu de ne pas accéder au marché, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on accepte au marché. On nous donne moins de 1% du marché et ce n'est pas soutenable pour une entreprise comme nous. La digitalisation et la numérisation en pathologie, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. On ne reviendra pas. Être responsable, se poser les bonnes questions, de savoir quand est-ce qu'on utilise une IA et que ça fait partie de ce que l'on doit vraiment de façon collective, nous tous, investisseurs, utilisateurs et évidemment l'État, décider si on a une plus-value ou pas. Anticiper une plus-value, c'est très compliqué sur un flux. Et ça fait partie des choses les plus compliquées. Pour autant, on a eu une chance extraordinaire, c'est d'accéder à la digitalisation et du coup de pouvoir avoir un marché d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis pour revenir sur votre question tout à l'heure qu'on n'a pas abordée jusqu'au bout. Effectivement, oui.
qui est tout ce qui est réglementaire et responsabilité. Tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que nous travaillons tous vraiment de façon intelligente, sans oublier jamais qu'un diagnostic, il est fait et signé par un médecin. Et donc, c'est quelque chose de très important de le rappeler. Et c'est pour ça que ces outils trouvent leur place à partir du moment où ils sont emparés par des gens de métier et qui poseront un diagnostic qui leur siera bien. Alors après, on reviendra l'année prochaine discuter de et comment on se repositionne en tant que soignant, si on doit ou pas utiliser ou pas l'IA, et si on l'utilise pas, quelle est notre responsabilité parce qu'il était finalement avec des scores meilleurs, ou inversement, et donc de la responsabilité des établissements même de pouvoir proposer ces IA. Mais le champ est tellement va se vaste faire à l'usage. oui, sûr. absolument. Ouais. Et on est à ces croisements-là. Et dire qu'il faut soutenir cette innovation, c'est une évidence. C'est une évidence et on voit combien le chemin est en train de se faire. Merci à tous les deux pour cette conversation passionnante. C'était donc sur cette pathologie numérique et les conditions du passage à l'échelle qui, on l'a vu, sont assez compliquées. Merci. Merci.